Ce 8 janvier, un événement assez important devrait se produire. Le lancement du lanceur au méthane Vulcan de United Launch Alliance et de l'atterrisseur lunaire robotisé Peregrine. Peregrine dont je ne parlerai pas beaucoup dans cet épisode, mais qui a eu droit à un épisode dédié qui sera en écran de fin. Car ce nouveau lanceur, capable de placer environ 27 tonnes en orbite basse, devrait, si tout se passe bien, devenir le premier lanceur au méthane américain à atteindre l'orbite, après la réussite du lanceur chinois Zhukwei 2 il y a quelques mois. Mais avec l'arrivée de Vulcan, c'est aussi une nouvelle ère du spatial qui devrait s'ouvrir. Celle de la réutilisation et d'un concurrent plus que sérieux pour SpaceX. Mais justement, plus concrètement, quelles sont les capacités de Vulcan, son histoire, où en est-il en matière de réutilisation et quel impact aura-t-il réellement? C'est surtout ceci que je vous propose de faire le point aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à vous informer que si vous envisagez d'acheter du matériel Astro et désirez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en allant faire un tour chez AstroShop via le lien dans la description. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de revenir quelques années en arrière afin d'avoir un petit peu de contexte. En 2006, les entreprises américaines Boeing et Lockheed Martin créent une coentreprise baptisée United Launch Alliance. Les entreprises disposent en effet chacune d'une famille de lanceurs. Alors que Lockheed Martin développe et exploite à cette époque les lanceurs Atlas V et Atlas II, Boeing de son côté en fait de même avec le lanceur Delta IV. Et malheureusement à cette époque, le marché du lancement américain est tout sauf reluisant. L'objectif avec cette coentreprise est ainsi de consolider la place des deux géants qui se faisaient chacun de l'ombre, et la décision profite également au gouvernement américain qui se retrouve avec un acteur plus que fiable pour le lancement de satellites dédiés à la défense. Mais quelques années après sa création, United Launch Alliance allait surtout voir le paysage spatial radicalement changer, tant d'un point de vue économique que commercial et politique. Déjà, je ne vous apprends rien, mais l'arrivée de SpaceX et d'autres acteurs privés a radicalement transformé le paysage spatial, rendant la compétitivité en matière de prix plus importante que jamais. De plus, dans la foulée, les projets de constellation de satellites se sont multipliés et les différentes possibilités de lancement aussi. Avec l'arrivée des lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy, qui peuvent placer de 8 pour les premières Falcon 9 à 63 tonnes en orbite basse pour les Falcon Heavy, les lanceurs de United Launch Alliance sont directement menacés puisqu'ils emportent entre 8 et 22 tonnes en orbite basse. De plus, leurs prix sont hélas, j'en reparlerai après, plus que catastrophiquement élevés comparés aux prix agressifs de SpaceX. Pire encore, les capacités des deux lanceurs Atlas V et Delta IV sont, en fonction des versions, relativement similaires. Enfin, pour enfoncer le clou dans la même période, un autre élément vient perturber le tableau, le début du conflit russo-ukrainien et l'annexion de la Crimée. Et pour United Launch Alliance, c'est un problème. Le lanceur Atlas V compte en effet sur des moteurs RD-180 russes, et le gouvernement américain ne voit pas d'un très bon œil que l'accès à l'espace des États-Unis dépende en partie de la Russie, dans un contexte où les tensions se font croissantes. Ce sont donc ces deux points de pression qui vont pousser United Launch Alliance à développer un nouveau lanceur pour répondre à ces différents problèmes. Alors, comme pour tous les lanceurs, il faudra du temps pour passer de l'annonce du lanceur en 2015 aux produits finis et aux variantes bien définies. Mais justement, aujourd'hui, concrètement, à quoi ressemble Vulcan? Eh bien, on va prendre 5 minutes pour en parler. Les plus anciens de la chaîne auront compris la référence. Déjà, il faut savoir que Vulcan est un lanceur moyen. Sans viser les capacités d'un lanceur comme Falcon Heavy, Starship ou encore le futur New Glenn, il s'offre une capacité comparable au Falcon 9. Là où le lanceur réutilisable de SpaceX s'offre une capacité d'emport en orbite basse tournant autour des 18 à 22 tonnes, si elle est réutilisée ou pas, c'en sont entre 10,8 et 27,2 que le lanceur pourra placer en orbite basse. Enfin, il s'offre aussi une hauteur de 61 mètres et un diamètre de 5,4 pour son étage central, sans ses boosters donc, contre 70 et 3,6 pour les Falcon 9. Et disons-le, Vulcan ne sera pas un petit joueur face au Falcon 9, et même un adversaire de taille pour SpaceX. Déjà, Vulcan dispose d'un énorme avantage. Il existe en plusieurs variantes.
En fonction des besoins, le lanceur peut en effet être équipé de 0, 2, 4 ou 6 boosters à poudre latéraux qui, sans faire exploser les prix, permettent d'emporter de 10,8 à 27,2 tonnes en orbite basse. Cela permet ainsi de ne jamais lancer un lanceur exploité en dessous de ses capacités et de bien mieux s'adapter à la charge utile et à l'orbite visée. Par exemple, si vous désirez lancer un satellite de 8 tonnes, eh bien la version à 10 tonnes de Vulcan sera parfaite. Par contre, pour le même satellite, vous devrez utiliser une Falcon 9 qui est faite pour en placer 27 maximum. Alors bon, il y a toujours moyen de faire des missions partagées, mais ça va dans les deux camps. D'ailleurs, notez que si je parle d'orbite basse depuis là tantôt pour mieux comparer les lanceurs, il ne faut pas oublier que l'orbite basse ne représente qu'une partie du marché et que plein d'autres orbites, comme la géostationnaire, sont aussi à prendre en compte. Toutefois, ça reste assez secondaire car les capacités, même si elles diminuent au fur et à mesure que les orbites sont plus hautes et plus exigeantes en carburant, restent comparables entre Falcon 9 et Vulcan. Mais si sa modularité est une force pour Vulcan, le lanceur aura aussi plus d'une corde à son arc. Par exemple, pour propulser son étage central, il compte aussi sur les moteurs BE4 développés par Blue Origin, qui, en brûlant un mélange de méthane et d'oxygène liquide, est un type de moteur permettant un meilleur rendement en carburant, et donc de faire des économies de capacité. De plus, en faisant confiance à Blue Origin sur ses moteurs, United Launch Alliance permet aussi d'éviter l'étape du développement du moteur qui est souvent très longue et très chère, et réalise ainsi de belles économies sans faire de concessions. Pour son second étage, en revanche, le lanceur reste assez classique. On retrouve en effet un second étage Centaur équipé des moteurs RL-10 brûlant, eux, un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. Bon alors, Centaur mériterait un épisode entier tant son histoire, qui passe par quasiment tous les lanceurs américains, est vaste, mais l'essentiel à retenir est que cette version, le Centaur 5, est surtout l'évolution du Centaur 3 d'Atlas 5. Mais là encore, rien n'est définitif. À l'avenir, Vulcan devrait voir Centaur 5 évoluer vers une version qui utilisera toujours le même mélange de carburant, mais devrait surtout permettre à l'étage de rester opérationnel plus longtemps une fois dans l'espace, et capable donc de viser des orbites plus personnalisables pour les clients, le tout en étant plus efficace. Ça peut être un avantage pour différents satellites et aussi des missions où plusieurs satellites sont lancés en même temps. Cette évolution, nommée au départ la CES, a été absorbée dans le programme des évolutions de Centaur 5, qui devrait lui aussi s'améliorer au long de sa carrière. Cependant, j'en avais parlé en introduction, une autre évolution majeure devrait aussi voir le jour d'ici quelques années, la réutilisation partielle de Vulcan. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais les moteurs d'un lanceur font partie des éléments les plus chers et difficiles à fabriquer. Dans ce contexte, United Launch Alliance envisage une méthode de réutilisation assez exotique. Récupérer uniquement la section contenant les 4 moteurs BE4 de Blue Origin après un retour sur Terre à l'aide d'un bouclier thermique et d'un parachute. Et de ce côté, 2 récents essais en mer sur une maquette ont eu lieu, et même si estimer la progression du développement de cette partie est compliqué, on peut au moins dire que l'idée est toujours bien présente. Et à l'avenir, tout ceci permettra encore de faire baisser le coût par lancement de Vulcan, qui tournera à son lancement autour des 100 millions de dollars, même si pour les versions les plus puissantes, on tournerait plus autour des 200. Si ce prix peut sembler élevé comparé aux 67 millions de dollars d'une Falcon 9, il est néanmoins à comparer aux près de 200 à 400 millions de la génération précédente, et c'est une énorme amélioration qui devrait permettre à United Launch Alliance de rester compétitive encore quelques années. Il faudra maintenant voir l'impact qu'auront des lanceurs surdimensionnés comme New Glenn ou Starship, qui auront tant l'avantage d'être extrêmement puissants que d'être peu adaptés aux missions moyennes qui auront besoin d'orbites sur mesure. Dans tous les cas, avec Vulcan, l'ère du méthane et de la réutilisation va définitivement commencer, et bientôt la possibilité de voir voler la navette Dream Chaser et plein d'autres missions passionnantes à suivre. Mais ça, on en reparlera le moment venu. D'ici là, bonne année et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.